On ne parle pas assez de ça. Voilà, le passage à vide, la reconfiguration, tout ça c'est long en fait. C'est comme après un séisme. Hein. La reconstruction, ça se fait pas en 2 jours, quoi. C'est intéressant. Lionel, ça va? Oui, très bien. Actuellement, avec toutes les informations qui nous tombent en si peu de temps, on a un peu de mal. Il y aurait une vidéo. Hein. Mais ça m'intéresse à plus d'un titre, ce concept de crise, parce que justement je suis en plein dedans. Nous habitons une maison qu'on loue depuis 20 ans, et hier, la propriétaire lui dit qu'elle vendait. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir partir. Et alors d'autre part, tu sais que je souffre d'une maladie qui est en train de m'enfoncer doucement dans une forme de paralysie. Et à côté de ça, je me lève tous les matins avec une nouvelle idée, au grand désespoir de ma femme. Oui, c'est une crise, c'est un tremblement de sens, c'est quelque chose qui... Voilà, et c'est là qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être porteurs de crise. Hein, bien sûr. Moi, pour rebondir sur ce que Lionel dit, la crise, elle doit être à un petit niveau, comme ça. Bon, moi, je suis tombée, voilà. Je suis en crise. Il y a des petites crises, voilà. c'est vrai, bien sûr. Parce qu'il y a différents éléments avec une perte de sens, tout à fait. Et donc, c'est pas le burn-out, la grosse rupture amoureuse, la perte d'emploi. Non, c'est dans ma vie quotidienne. Voilà, j'ai l'impression d'être en crise parce qu'il y a un événement. Et suite à ça, je cherche un sens et il y a différents éléments de ma vie. Quelque part, oui, j'en parlais avec Marie-Ange, c'est une perte de sens, quoi, quelque part. Et donc, les étapes, c'est la libération, c'est ça, au début? Alors, au début, au début, il y a toujours un choc. Le choc, oui. Rupture, perte de sens, séisme sémantique, avec une symptomatologie. Toute crise n'est pas pareille, mais il y a un sentiment comme ça d'être dépourvu. Cet inattendu nous amène dans une... On ne sait pas quoi penser, on ne sait pas ce que ça signifie, on est un peu dans stupeur, quoi. Sidération de l'imaginaire, angoisse. Alors après, il y aura un deuil, pas forcément pour des petites crises, mais il y aura un deuil. Et alors le passage à vide, le passage par l'angoisse, accepter, accueillir, et puis laisser, outre le deuil, tout le travail de questionnement, qui n'arrive pas tout de suite. Se questionner comme ça, que ce soit un burn-out, que ce soit un harcèlement, parce que malheureusement ces choses-là existent, chercher trop vite du sens en se tapant, c'est pas bon. Ça peut être plutôt, qu'est-ce que ça me permet dans le cas d'un incident de santé? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet? Quel espace-temps? Parce que ça n'a pas forcément de sens. Vous savez, il y a un accident comme celui-là, ça n'a pas forcément de sens. Ça peut être tout simplement l'accident. L'accident existe. C'est-à-dire que les grands événements de la vie sont synchronistiques à notre nécessité évolutive, mais il peut y avoir des moments de distraction, il peut y avoir des moments d'aléatoire, des moments, ça a le visage du hasard, ça n'a pas forcément de sens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette période pour qu'elle soit fertile en sens? Ça, c'est très porteur parce que tout il n'y a pas forcément du sens à tout. Il ne faut pas non plus tomber dans la dictature du sens. Je me souviens quand je me suis fracassé les poignets, Monique s'en souvient fort bien, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, si tu t'es cassé les poignets, c'est que tu ne sais pas prendre dans tes bras. » J'ai failli leur foutre un poing dans la gueule, c'est ridicule, quoi, c'était pas ça du tout. Ce qui est très intéressant, par contre, il s'est passé des choses qui ont complètement reconfiguré mon système de sens, et j'avais eu des rêves qui me l'annonçaient, et ça préparait une nouvelle étape de ma vie, et ça n'avait rien à voir. Donc, méfions-nous du sens hâtif. Style, oui, si t'as mal au dos, c'est que t'en as plein le dos. Ça peut être le cas, évidemment.
Ça, Mais- c'est l'image. Oui, mais ah, t'as mal au pouce, c'est parce que t'es un autostoppeur de la vie. Ah bon? Il faut se méfier. Des poètes. Il faut se méfier de ces équivalences, notamment au niveau somatique. L'organe égale sens. C'est une énorme erreur parce que ça peut être vrai, bien sûr, mais c'est une énorme erreur parce que c'est toute la distinction que faisait Jung entre le signe et le symbole. Le signe ramène à du connu. Le symbole, c'est l'expression de l'inconnu, c'est l'appel d'être. Donc on peut très bien avoir mal au dos pour de toute autre raison que le fait d'en avoir plein de dos. Ça pourrait être même le contraire, on est trop investi et du coup on porte trop. Oui, Ça pourrait être l'inverse. la vulgarisation du symbole. Oui, mais il y a un danger de systématiser. Ça, c'est le danger. Notamment toute une série d'écoles comme ça, méfiance, prudence. Il y a des choses justes, il y a des choses qui sont absolument pas justes. Au cas par cas. Vous savez, en matière de... Moi, ça fait 40 ans que j'accompagne des gens, tout est au cas par cas. Que ce soit les individus, les couples, les familles, c'est du cas par cas. Il y a des grandes lois énergétiques, évidemment, mais prudence, du lynx. Et donc, plutôt se dire, puisque ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, je trouvais que vous avez terminé votre conférence en disant c'est partir de soi, et puis finalement, dans la reconstruction, j'ai utilisé mes propres termes, dans la reconstruction, trouver quelque chose de plus grand que soi. Et Oui. moi, je trouve que ça peut être l'inverse aussi. On peut être investi naturellement dans son chemin de vie, dans sa voie, sur quelque chose qui est naturellement plus grand que soi, et puis se perdre à l'occasion d'un événement, et justement avoir besoin de se trouver soi parce qu'on ne s'est peut-être pas suffisamment porté avant. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Ce que j'ai dit là, en terminant, on peut le renverser. Hein. Comme a dit Pascal le philosophe, l'erreur, c'est l'oubli de la vérité contraire. Tu as raison, on peut revenir à plus petit que soi, ou bien simplement se redécouvrir. Bien sûr. Nous sommes 8 milliards d'exceptions. Hein. Mais content de nous retrouver ici. Hein? Content de nous retrouver ici quand même. Je veux dire, c'est l'intérêt aussi de ce genre de soirée, c'est de pouvoir partager des choses à ce propos-là. Parce que sinon, quand tu es en crise, c'est que tu te sens complètement seul. Voilà, le danger de l'isolement. Ouais, c'est ça. Et tu ne sais plus à qui t'adresser. C'est vrai. Non plus. Dans nos sociétés actuelles, en tout cas. Hein. Moi, je pense qu'il y a une certaine difficulté à en parler à ta famille ou à tes amis par pudeur. Mais les gens restent seuls avec leur crise. Oui. L'isolement est une malédiction. On est seul, ça c'est l'esprit de solitude, être dans son axe. Mais être isolé, c'est pas bon. Hein. L'important dans nos villages, en tout cas, même si on trouve d'autres sources de satisfaction, mais il y a quand même un grand isolement. Les personnes ne se parlent plus, les nouveaux arrivants ne communiquent pas avec les anciens. Il n'y a pas beaucoup de relations qui s'établissent, qui sont en tout cas des relations chaleureuses et humaines. Il faut un troquet. Un troquet comme l'as de carreau. C'est pire en ville. Ouais, C'est la même chose. C'est vrai. En ville, il y a l'âge de carreau. Non mais c'est amusant parce que moi pendant 60 ans, j'aime bien sortir à un endroit ou l'autre, faire la fête avec des amis, tout ça, c'est normal, très belge. Mais un troquet de quartier avec un véritable esprit de quartier, j'avais jamais connu ça pendant 60 ans. Et je crois, Michel, que, avec modération bien sûr, mais avant il y avait les bistrots dans le village. Il y avait la paroisse évidemment, il y avait tout ça. Et nos villages sont terriblement isolés. Depuis le corona, c'est pire. Ils sont vidés de beaucoup de possibilités de regroupement. Et c'est vrai que ça a un côté tragique. Et depuis le corona, c'est terrible. Bah oui, ça. Parce que ça, quand on fait du vélo par 40 degrés, on a envie de s'asseoir, de boire une bonne bière éventuellement, il n'y a plus. Philippe. Ouais, c'est vrai. Ah, beaucoup moins qu'avant. Mais donc, pour répondre à ta question, l'isolement n'est pas bon
Mais ce n'est pas choisi. Hein. Non, mais il faut trouver des lieux de rencontre, de synergie, L'importance du réseau. oui, On en parle. les amis les et les passions, les loisirs. Il faut faire appel aux choses qui peuvent aussi aider à traverser cette jachère. Après un état de crise, je crois. Vivre au jour le jour, à l'amour, Si, si. je crois que c'est le seul moyen. Et- La créativité aussi, très important. Et ça passe, et c'est vrai que ça évolue à ce moment. Oui, mais c'est-à-dire que la jachère, elle est nécessaire, mais si on ne laboure pas, si on ne reconfigure pas notre système de sens, on pourrait y rester. Ben oui, mais il faut le temps aussi pour ça, pour Voilà. trouver un sens. C'est Voilà. pas rapide. Hein. Non, c'est ce que je disais. Donc, Ah oui. finalement, le deuil a ses pièges, la jachère a ses pièges, le labour, on peut passer sa vie à labourer aussi. Et voilà. Mais donc, c'est pour ça que je voulais parler de la crise et après. Parce que la crise, c'est présent, la crise. On est dans le présent. Hein. Quand quelqu'un est en crise, c'est vraiment le présent. C'est pour ça que c'est si fort aussi. On est en train de ruminer le passé et l'origine de problèmes, etc. On est vraiment dans le... Vous ne pensez pas que le pire dommage, c'est, comment dire, la précipitation dans ces cas-là? Moi, je crois. Parce qu'il faut le temps, il faut laisser passer du temps. Jean Houillou, La naissance à l'esprit, grand Oui. livre. Le temps n'épargne pas ce qui se fait sans lui. Ben oui. C'est beau. Et parlant de l'isolement, il ne peut jamais être salutaire, il peut donner un peu Le de retrait. protection, Le retrait. Il peut apporter aussi. Oui, l'isolement. mais le retrait. Pas l'isolement subi, tu vois. Oui, c'est ça, le choix. Le retrait, le permis de retrait, j'appelle ça. La solitude, L'esprit, choisir. entrer dans sa solitude. Ça, c'est très important parce qu'on est seul de toute Parce façon. que l'isolement, c'est une dimension sociale. C'est ça, c'est ça. L'isolement, c'est une pathologie sociale. La solitude, c'est notre condition fondamentale. Rappelez-vous, je citais Jacqueline Kellen. Hein, aimer quelqu'un, ce n'est pas lui sacrifier sa solitude, mais le révéler à sa propre solitude. Et voilà, Cruchot. Mais et donc, et alors, Jodorowsky, le couple, c'est une danse de deux solitudes. Pour moi, tout est dit là. Tu lis ça, bouquin de 600 pages, le couple est une danse de deux solitudes. Tu peux le refermer et le revendre. Ça m'évite de l'acheter. Et donc, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée de permis de retrait. Permis de retrait, qui est. Voilà, parce que les crises, c'est souvent le retrait de permis. Hein. Ah, on croyait qu'on pouvait faire tout. Non. Le permis de retrait, c'est ce que tu dis. C'est salutaire, ça c'est sûr. Enfin, d'autres remarques? Et moi, je suis, de t'avoir entendu parler de la crise, ce qui me vient, c'est l'importance des mots. Et je trouve qu'on est dans une société où on parle beaucoup de crise. Pour moi, la crise, c'est quand même si ça peut être long, comme je l'ai expliqué, avec les saisons de la crise, etc., c'est quand même quelque chose de temporaire. Il y a un avant la crise, il y a un après la crise. Et en matière de mots, de vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui dans la société, on parle de crise. À tout moment. Ah, oui, tout le temps, depuis des décennies, on parle de crise, on est toujours en crise, on est toujours dans la crise, on ne sait même plus dans quelle crise on est, vu la durée, le temps qui s'est écoulé, etc. Et donc, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que ce qui se vit à titre individuel se vit aussi normalement à titre collectif. Et donc, la société devrait aussi semer, labourer et faire émerger quelque chose d'autre après. Donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus aussi. Ah oui, ben alors j'ai plein d'idées, mais si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec les 11... c'est malheureux que Xavier est parti en Espagne parce qu'il est vraiment spécialiste là-dessus. Les 11 axes de la collapsologie. Aujourd'hui, on doit repenser complètement nos modes de vie. On est condamné à ça dans les 30, 40 ans qui viennent. Peut-être pas nous, mais nos enfants. Et la jeune génération est terriblement sollicitée là-dessus. Elle est très, très consciente.
Donc on doit reconsidérer nos modes de vie. Et l'ultralibéralisme néolibéral, etc., il est arrivé à bout de souffle. La dérégulation climatique, quoi qu'on en pense, elle est quand même terriblement anxiogène. La géopolitique, parce que, regardez, il y a une élection dans 3 jours. Quel est le problème? C'est l'Europe néolibérale face au repli identitaire, populisto-nationalisto, recroquevillé, la peste brune, quoi. C'est un peu ça la grande dialectique, même si elle n'est pas tout à fait. Il faut essayer de maintenir quelque chose qui ne soit ni l'un ni l'autre, évidemment. Mais donc, on est à la fois dans l'intuition qu'il y a un complet changement de mode de vie, avec tous les replis identitaires et les dénis collectifs. Et donc, pour revenir à l'Europe, j'espère simplement qu'il n'y aura pas une déferlante brune. Oui, parce que le diable, enfin, je dis le diable, c'est une image, mais l'ultime ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est comme ça que le Rassemblement national et tous les populismes disent, mais on n'est pas d'extrême droite. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que non, on n'est pas d'extrême droite. Donc c'est ça le risque. Et là, on est dans une société qui est dans un tremblement de sens collectif. Mais au niveau des cycles et des mythes, c'est complètement compréhensible, ce qui fait qu'on peut rester zen. Il y a un philosophe italien qui disait le vieux monde se meurt, le nouveau terme va apparaître, et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. Apparaissent les monstres. Tout à fait. Les monstres. Un intellectuel italien, Scanzi, un truc comme ça. Oui, ça doit être ça. Un truc, je ne sais plus son nom exact. Antonio. Les Italiens qui sont numéro 1 au tennis masculin pour la première fois de leur histoire. Enfin bon. D'autres, mais voilà, on est tiraillés. Alors bon, maintenant, est-ce que l'habitat groupé, les colocations, les ceintures alimentaires, Gregory Bateson, dont je n'ai pas parlé ici, penser globalement, agir localement. Donc il y a plein d'alternatives sans tomber dans la dictature narrative des Khmers verts. Hein. Il y a eu les Khmers rouges, les Khmers verts, il y a eu les Khmers blancs il y a 2 ans. Bref, tout ça c'est compliqué. Mais effectivement, on doit inventer le monde de demain. Et surtout, très important, se connecter. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui pensent, mais ces petits groupes sont isolés. Il y a énormément les collectifs culturels, les machins. Et le problème, c'est que quand le collectif, le politique, le médiatique se fait écho de ça, c'est souvent toujours une longueur en retard, quoi. Donc, c'est à nous d'inventer de nouveaux modes de vie. Mais là, sur ce point très précis, je n'ai pas beaucoup de... J'ai quelques idées, mais bon, c'est à chacun de se concerter avec d'autres. Hein. C'est le sentiment aussi que la manière dont tu as parlé de la crise me semble juste et fondée. Et finalement, ce dans quoi on baigne, auditivement parlant, alors c'est étonnant de le dire comme ça venant de moi, mais c'est un discours faussé finalement, politiquement faussé sur la crise, puisque on nous dit qu'on est en crise et que la crise elle est pérenne quelque part, elle perdure dans le temps, etc. Donc ça n'invite pas le citoyen lambda, le commun des mortels, à se poser la question de la crise, etc. C'est-à-dire qu'au niveau des cycles, la crise actuelle qui dure depuis une 50aine d'années, ça a commencé avec les chutes pétroliers, 73, les dimanches sans voiture, 73, ça fait une 50aine d'années. Mais ça, cette crise-là, oui, c'était 73, j'avais 12 ans. Et cette crise-là, au niveau des cycles et des mythes, elle est courte par rapport à l'histoire. Hein. C'est une courte crise. Hein. Mais on est dedans et on va bientôt en sortir. Seulement, le problème, c'est que, justement, là tu as totalement raison, il faudrait qu'on fasse la jachère et le labour. Parce qu'une fois que la crise est finie, si tout est dévasté... C'est ça qui est intéressant, c'est que si j'ai insisté beaucoup sur ces étapes ultérieures à la crise, on n'est plus dans la crise, c'est qu'il ne faudrait pas qu'à la sortie de la crise, le monde n'est pas encore reconstruit à la sortie de la crise. Hein. Les séismes et les répliques ont eu lieu, mais il faut tout rebâtir.
il y a quand même eu un collectif citoyen. Ceci n'est pas une crise. Peut-être, oui, je suis pas oui. C'est vrai, sans doute. Mais voilà, quoi. Bon, maintenant, le choc, ce qui se passe au niveau géopolitique, c'est tout à fait dans l'ordre des choses et on a un petit degré de liberté, puisque l'Europe existe, c'est de faire en sorte que ce soit l'Europe de l'intelligence. Mais elle existe, l'Europe, de toute façon. C'est les poésies anglaises, c'est les primitifs flamands, c'est la Renaissance italienne, c'est les poètes. Elle existe. D'autres? Une réflexion par rapport à l'époque industrielle et la consommation qui, petit à petit, font quand même aller dans une impasse complète. Et c'est ça. C'est le rationalisme matérialiste consumériste. Enfin, d'une façon cartésienne, on ne sait jamais en sortir. À terme de 30 ans, 20 ans, Oui. à force d'acheter des fringues, de rouler en auto, etc., non redonné. On va aller s'approvisionner. Enfin, bon, ça c'est un raisonnement un petit peu à la con, mais. Non, mais. Comment peut-on s'en sortir, en fait? Alors, en fait, comment l'espèce humaine peut sortir de ça? le rationalisme matérialiste, avec son corollaire, l'ego dominateur de l'univers et le consumérisme. Si je ne suis qu'un ego chargé de dominer l'univers dans une vie qui n'a aucun sens et qui est chaos, bruit et fureur, comment veux-tu ne pas te réfugier dans le consumérisme? Donc là, il faut vraiment amener, selon moi, que ce soit laïque ou religieux, à une forme de spiritualité et d'écosystémique et de reconsidération profonde, d'où les anneaux 4 et 5 de ce qu'on fait là. Et nous, si on se considère comme créateur de conscience, potentiellement éveillé, dans un monde qui a au moins une beauté, le monde c'est un peu comme une œuvre d'art, soit c'est une œuvre chaotique, soit c'est une œuvre belle, tout étant bien sûr chacun ses critères, mais là au moins revenir à ces fondamentaux qui font qu'on quitte l'impasse. Mais collectivement, ça risque d'être à travers des gros... Oui, mais est-ce qu'on ne se rend pas compte maintenant que la nature est plus forte que l'homme? Et il y a ça, puis je trouve que l'art, moi je trouve que dans la génération des jeunes, il y a toute une génération beaucoup plus créatif, inventif. Et alors, moi je crois que c'est de revenir un peu aussi à la valeur culture, art, partage, c'est hyper important. Bien sûr. Et là, il y a tout un truc à faire, permettre la culture gratuite, les musées, voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même chez les jeunes une génération comme ça, beaucoup plus créative. Tu disais tantôt, qui veulent voyager, qui veulent partager, qui veulent vivre la valeur travail. Comme ça, on a un nom de notre temps, on avait un contrat, ça y est, il ne fallait pas le perdre. Et je crois qu'il y a des choses quand même. Beaucoup. Mais donc voilà, je crois qu'il y a de l'espoir. Maintenant, c'est vrai qu'après le Covid, on a cru que les gens iraient plus chez le fermier du coin ou à la coopérative. Et on a remarqué que les grandes surfaces ont retrouvé leur surconsommation. Donc. Mais c'est peut-être trop court, la période Covid. Il y a quand même des petites choses qui ont été faites, des tentatives de solutions qui continuent à un petit niveau. Et moi, je crois que c'est si chacun autour de soi, on essaye de changer son regard et sa vie, 1 plus 1 plus 1, voilà, ça doit percoler tout ça. Certain. Quand je vois ici, il y a des personnes amoureuses de culture et tout, je pense notamment à l'école de danse avec tous ces petits qui dansent. Voilà, il y a plein de choses. Et n'oubliez jamais une chose, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et je crois qu'il y a une forêt qui pousse. Et ce qu'il faut, c'est justement diffuser une sorte de, comme tu le dis très bien, de synergie, de partage, d'initiative singulière en fait. Il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses qui se font. Qui commencent, Oui, pour abonder justement la question dans ce qui a été dit, et
et utiliser peut-être certaines choses qui se font dans le premier anneau et tout ce qui est climatique, et par rapport à ce que vous disiez aussi, je vais faire jouer le réseau, puisqu'on est nombreux ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu ne m'en voudras pas de partager un autre grand conférencier belge, mais qui a immigré aux États-Unis avec sa femme française. Et ils ont fait pour moi une initiative magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Laloux. Et 3 épisodes qu'on peut voir à son aise à la maison, en famille, en groupe social, en club de hobby, au bureau, enfin peu importe. Et ce sont 3 épisodes de 50 minutes. Donc, ça s'appelle The Week en anglais. Et vous pouvez tous aller initier gratuitement la visite, enfin la vision de ces 3 épisodes. Il suggère surtout de ne pas le regarder seul, mais toujours en groupe, justement pour, comme ce soir, il puisse y avoir 30 et 40 minutes de débat à l'arrière, et des groupes de 3 à 8 personnes. Je l'ai expérimenté pour la première fois il y a 15 jours. C'est vraiment d'une beauté, d'une humilité, de gratitude pour ce couple qui a créé ça sur l'initiative de leur entourage proche, des amis et des voisins qui avaient beaucoup investi, qui avaient fait des enquêtes, épluché plein de documents scientifiques dans le domaine, et franchement c'est époustouflant de précision, de beauté. Le premier, pour résumer, c'est vraiment le constat d'après leurs recherches et leurs ressources et leurs informations glanées. Dieu sait, il y en a un paquet. Ils disent d'emblée c'est très dur et ça va vous plomber tous. Mais moi je trouve que c'était pas si plombant que ça, parce que quand on est quand même informé, par chance, dans notre pays, on a quand même une conscience de là où la société avec un grand S va droit dans le mur. Et puis après, bon, je ne vais pas tout dire, mais le troisième, c'est quand même, il propose pour les gens comme vous et moi, plein de possibilités, sur 5 grands thèmes, et où il y a plein de choses, justement, comme vous disiez très justement, qu'on sait tous faire à notre niveau, relativement facilement, et peut-être que la majorité font déjà des choses. Il y avait la quête de sens. Et donc le site, je l'ai dit ou pas, donc c'est The Week en un mot, .oo. W2EK. Donc DHEW2EK en un mot, .oo. Pour les particuliers comme nous, c'est gratuit. Là, on peut créer des groupes et tout est super bien préparé, organisé. Il présente chaque épisode avec 1 minute 30. Le couple présente ça pour dire comment il faut faire pour que ça se passe. Enfin, c'est vraiment magnifique comme exercice qu'ils ont fait. Enfin, ça a dû leur prendre des plombes. Ils se sont fait sponsoriser. Enfin, bref. Voilà. On est Merci, par les réseaux, partage. Qui vient d'avoir son anniversaire. Bon, d'autres réflexions. Un outil parmi d'autres pour prendre conscience et puis choisir de faire ou de ne pas faire. Moi, je sais. Peut-être poser une petite question sur ce que On a le temps, moi j'ai le temps, j'ai la vie. Alors, c'est vrai qu'on a terriblement besoin d'informations. Ma question ne va pas vraiment aller dans ce sens-là. J'ai entendu plein de choses super intéressantes, et notamment sur la plaie sociale qu'est le consumérisme, véritablement, et quel impact effectivement l'environnement dans lequel on vit. Mais je trouve que il y en a un autre où je n'ai pas, enfin je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que je n'ai pas eu l'impression de l'avoir entendu, mais vous l'avez peut-être évoqué. Je trouve qu'on vit quand même dans une société où le narcissisme est vraiment extrêmement prépondérant. Et en vous écoutant, je pensais à un essai que j'ai lu qui s'appelle Hypernarcissisme psychose ordinaire, c'est un psychiatre français qui a écrit ça. Et lui, il constatait de son expertise que dans son cabinet de consultation, les problèmes d'hypernarcissisme étaient fulgurants. C'est depuis 2010, les réseaux sociaux, la mise en scène de soi. Et on arrivait à la conclusion que c'était vraiment une plaie béante et qu'elle menait l'Occident à la catastrophe et qu'elle menait à la chute de l'Empire occidental. Comme précédemment, il y a eu des chutes de civilisation. Et ça, Si, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un narcissisme sain qui consiste à avoir une bonne image de soi, une bonne amitié avec soi-même. Ça, c'est l'étayage psychique. Un bon narcissisme, c'est fondamental. Après, il y a les déviations et les perversions du narcissisme, notamment les fameux pervers narcissiques, qui sont les enfants rois des années 80. Hein. On les a fait.
Enfin, on les a créés de toutes pièces, collectivement. Je ne parle pas individuellement. Parce que la mort des dieux de feu hébraïques, de justice, de patriarcat, ont entraîné ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de symbolique, il n'y a plus de paternel, comme diraient les psys. Et donc là, on a un réel problème. Donc on a créé cet hyper-narcissisme qui vient des années 80, en fait. Bon, ils ont 40 ans maintenant, les petits, hein, des années 80. Bon. Et tous ces pervers narcissiques, il y en a de vrais. Il y a aussi beaucoup d'exagération, mais il y en a de vrais. Ils ont été construits socialement. Alors maintenant, la solution à ça, c'est quoi? C'est tout simplement la spiritualité, c'est la remise en question, la méditation, la remise en question de l'ego, qui est la coquille du moi, le moi étant le centre du champ de conscience. Il faut un moi solide, mais pas un ego surdimensionné. Et donc là, c'est tout un travail d'éducation à la méditation, à la spiritualité, au service, à l'ouverture au cosmos, à l'interdépendance. Donc tout ce qu'on évoque ici, tous ensemble, c'est ça le remède à cet hyper-narcissisme. Mais ça ne va pas... il y a le contrepoint, tu vois. Un psychiatre écrit là-dessus, il a tout à fait raison de le faire, mais il y a des tas de personnes très saines, équilibrées dans la jeunesse d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout comme ça, quoi. Et donc là, il y a toujours le contrepoids. Ah, mon propos n'était pas de dire qu'il Oui, mais... y avait que des personnalités hyper narcissiques. Oui. Et la difficulté de ces gens-là, c'est qu'ils sont absolument incapables de se remettre en question. Et donc souvent, ces personnes-là qui sont quand même très toxiques et qui font beaucoup de dégâts autour d'elles, elles envoient leur victime chez le psy, mais elles n'y vont pas. Donc, alors, mais soit ce sont des gens, parce qu'en fait, il n'y a pas deux poids deux mesures. Les vrais pervers narcissiques, psychopathes, etc., il n'y a pas de remise en question possible. Le sujet a été tué très tôt. Par contre, il y a des gens capables de remise en question à travers des crises monumentales et des épreuves radicales, et ces gens-là évolueront. C'est qui tout double à ce niveau-là. Tous ces gens-là, psychopathes pervers, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas. Mais c'est pour ça que... Mais c'est une petite partie de la population, je tiens à le dire. mais voilà, je vais absolument... Mais c'est vrai qu'on est dans une époque narcissique. Et on est dans une époque Oui. où ce sont ces gens-là qui accèdent aux postes de responsabilité. Les études le démontrent. Ce sont ces gens-là qui vont être plus facilement éligibles par la population. Ce sont ces personnalités-là qui dominent les médias, qui ont en tout cas qui ont une place, qui vont plus facilement obtenir une place. Tout simplement parce que ce sont des personnes sans foi ni loi, et si elles doivent écraser quelqu'un, elles le font sans aucun problème. On connaît des exemples en politique. Bon. Voilà, oui, mais ça c'est clair. Seulement, il y a un contrepoint. On peut mettre en place le contrepoint de tout ça. Oui. Je ne suis pas désespéré là-dessus. Merci beaucoup. Merci Thierry. À bientôt. Voilà, c'était juste une petite... C'est un aspect très important parce qu'en fait, comment expliquer cette suraccentuation de l'ego consumériste qui est un surgissement du matérialisme rationaliste, a donné ça. C'est une des crises identitaires du matérialisme rationaliste. Parmi d'autres, c'est un aspect de la crise, effectivement, qu'on pourrait développer. Mais bon, la situation n'est pas désespérée. Ah, je n'ai pas dit que c'était, hein. Non, mais c'est bien de l'avoir souligné. Mais on est quand même dans l'avènement des réseaux sociaux, ne facilite pas. Bien sûr que Narcisse, on parle des élites, Narcisse c'est un médicament à la méthodologie grecque. Bien sûr que ces personnalités-là, elles ont toujours existé. Mais il y a une explosion qui n'est pas, en tout cas, c'est une explosion qui est claire dans son ouvrage, qui expliquait l'origine de la fusion avec la mère, elle expliquait très clairement ça. Mais le propos était de dire, là, ils enseignent le soir des études. Tout à fait, mais c'est là que l'éducation a un rôle hyper important. L'éducation, notamment à l'école. Il ne faut pas tout remettre sur l'école.
Les parents ont un rôle à jouer aussi. Hein. Loin de moi une telle C'est idée. un petit peu facile, hein, toujours dire à l'école, parce que les parents ne soutiennent plus Mais l'école. c'est tout à fait, mais c'est important d'avoir L'éducation, souligné. c'est d'abord à la maison. Hein, moi, je trouve que c'est facile de toujours dire l'école, mais je suis désolée. Avant, un enfant qui revenait chez soi avec une punition, les parents punissaient. Maintenant, ils vont aller à l'école. Hein, ils vont aller voir le directeur. Je ne suis d'accord avec ça. L'éducation, c'est à la maison. Hein. Et quand on a des parents pour un hic ou un qui se séparent. Non, enfin, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, non, mais c'est un exemple. Non, Oui, mais c'est lié aux crises ce que je voulais dire, je ne sais plus ton prénom. Émilie. Par exemple, un élément très simple. Moi, j'ai un enfant de 9 ans, s'il vous plaît. J'ai un enfant de 9 ans. À l'école, il y a de véritables séminaires, des cours sur le harcèlement. C'est remarquablement bien fait. Le harcèlement scolaire. Il peut y avoir une véritable éducation collective, sans pallier aux parents, bien sûr, on est bien d'accord. L'éducation, c'est comme dit un proverbe, il faut un village pour élever un enfant. Un proverbe africain. Donc il y a la famille, qui est beaucoup trop isolée et cassée souvent. Il y a l'école, il n'y a pas que. Et donc il y a énormément de sensibilisation au harcèlement, à combattre un narcissisme stérile, les réseaux sociaux. Il y a un gigantesque mouvement qui peut contrebalancer ce que tu as fort bien dénoncé. Mais loin de moi l'idée d'incriminer l'école. Il faut déjà donner à l'école les moyens aussi. Ah ben ça évidemment. Hein, de pouvoir accompagner correctement. D'autres questions? Alors si vous êtes d'accord, après ce moment de chaleur humaine et d'échanges positifs, il y aura 2-3 conférences après la rentrée de septembre. Si tout va bien, début octobre, sur la synchronicité. Et je vous remercie infiniment d'avoir été présents. On continue à l'as de carreau pour les plus audacieux et qui sont pour l'écosystémique local.